Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de notre podcast. Un épisode tout frais puisqu'on a vécu la draft la nuit passée. On peut voir encore les regards cernés et marqués de certains de nos petits camarades qui l'ont suivi en direct. Alors vous me pardonnerez, j'ai pas un aussi beau tailleur que Cathy Engelbert, toute de rose et tachetée de noir vêtue. Mais je vais quand même essayer de vous faire revivre cette draft si vous dormiez. Alors aujourd'hui, on ne vit plus en vase clos chez Swiss, on a décidé de s'ouvrir au monde, fini les Amish, puisque nous avons une guest star avec nous, et il s'agit de Romain. Alors Romain, il est vraiment notre spécialiste NCAA, c'est lui qui nous avait permis de suivre notamment toute la March Madness, et d'ailleurs on le remercie ici parce que vraiment ça a été très chouette de pouvoir déjà entrevoir ce qui allait arriver en WNBA après. Pour la petite histoire, Romain a aussi un compte Twitter NCAAWFR qu'on vous invite très fortement à suivre. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais vraiment un compte très chouette à suivre si vous voulez en savoir un peu plus sur le basket universitaire féminin. Donc voilà, Romain, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de t'avoir avec nous. Alors, on le disait, une première draft, alors il y a plusieurs choses à noter. On va passer en revue avec vous le premier tour, voir un petit peu ce qui s'est passé, qui a été drafté, où, quoi, comment Dallas a fait son marché, en gros. Ensuite, on va faire une petite aparté franco-française. Alors, c'est pas mal que ce soit moi qui le dise avec mon accent belge, mais vous savez bien que chez Swiss, on est franco-belge, ça veut dire qu'on aime bien les deux. Et si on vous a beaucoup parlé de Julie et d'Emma en son temps, on sait aussi tout à fait parler d'Iliana et de Marine quand c'est nécessaire. Donc voilà, il y aura un petit focus sur l'aspect cocorico de cette draft. Et enfin, on posera quelques questions à Romain et à nos camarades pour voir un petit peu leur feeling par rapport à cette nuit. Alors d'abord les gars, fatigués, ça va? Vous tenez le coup? Oui, écoute, ça va, on commence à avoir de l'expérience, on va pas se plaindre, on est bien. Après la March Madness, c'était juste la continuité. Puis voilà, c'était de l'échauffement. Voilà. Puis c'était marrant, on a eu des surprises, honnêtement. On a bien rigolé, je pense. On s'est pas ennuyé hier soir. Hein. Non? Un peu dans le même genre que la Free Agency où au départ on se disait ça va être calme et puis qu'en fait ça partait dans tous les sens? Là, c'est surtout que toutes les mock drafts de la planète ont explosé au bout du troisième pick. Ou du troisième ou quatrième pick et absolument tout le monde, tous les gens qui avaient des certitudes et qui se disaient experts ont vite déchanté, donc c'était marrant. Ouais, et puis surtout, il y avait toutes les mock drafts étaient différentes, quoi. C'était dur de prédire au-delà du pick 2. Ouais. Justement, on va commencer avec le pick 1, qui je pense, lui, n'a pas été une surprise, elle était annoncée et voilà, il n'y a pas eu de bouleversement. C'est Charlie Collier qui part donc aux Dallas Wings. Donc attendu depuis déjà un bon moment, ou alors pour vous, il n'y a pas eu un choc d'apprendre ça? Ça faisait quasiment un an, hein. Depuis le début de la saison NCAA, elle était prévue là. Sur le talent, on savait qu'il y avait peut-être plus talentueux derrière, mais au niveau du niveau à l'instant T, c'était peut-être la meilleure, la plus prête. Et puis bon, elle est du Texas, Dallas avait le first pick à ce moment-là. Il y a un côté patriotique. Il y a un côté narration que les Américains aiment toujours bien. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose. Hein. Elle a des atouts athlétiques impressionnants. Elle peut parfaitement réussir tout de suite. Mais il y a le côté narration. Elle a une histoire un peu difficile avec un père qui était son mentor et qui a disparu très tôt dans sa vie. Le côté Texas, parce que donc elle a été à la fac de Texas. Et donc c'est un truc très américain qui fait que ça pouvait difficilement être quelqu'un d'autre et c'était pas problématique puisque Dallas avait les deux premiers picks, donc dans tous les cas voilà. Donc un choix classique que vous auriez fait aussi. Enfin, vous pensez pas que c'est une erreur de Dallas d'avoir Une erreur, on peut pas dire que c'est une erreur parce que comme l'a dit Romain, c'est une joueuse qui est prête et qui va correspondre à un besoin de l'équipe vraiment tout de suite. Après, c'est sûr que elle était prévue première dans les mocks depuis longtemps et j'aurais tendance à dire que sa cote a potentiellement baissé au tournoi ici à la March Madness où elle a quand même été assez décevante, mais sa cote n'a pas assez baissé pour que tout cet aspect narration, le fit dans l'équipe et tout ça, elle est restée premier choix, mais je veux dire qu'il y avait peut-être moins de consensus à la fin qu'il y en avait peut-être il y a un an, quoi. Un petit élément en plus, c'est que sa cote, elle a pas forcément baissé, dans le sens individuellement elle a baissé, mais en fait Texas a fait un magnifique parcours à la March Madness que personne n'avait vu. Donc ça joue aussi en fait en sa faveur où elle a eu un rôle moindre mais qui était meilleur pour l'équipe. Ok.
Liv, quelque chose à rajouter sur Charlie? C'est que ça fera sans doute une raquette jeune et pleine de talent à Dallas parce que entre Charlie, Awak au pick 2 et puis Satou qui est déjà là depuis l'année dernière, ça fait du beau monde quand même. Donc hâte de voir tout ça. Et en plus, tu me fais une transition parfaite en annonçant effectivement le pick numéro 2. Alors, elle est finlandaise, on va pas se risquer à dire son nom avec un accent finlandais que je n'ai pas. C'est à peine si je maîtrise l'accent français. Donc, c'est Awak Cueilleur. Qu'on a vu pas mal en équipe internationale finlandaise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jeune fille, l'équipe? Du talent, un potentiel, un gros potentiel. Elle est jeune, hein, donc elle c'est une internationale, donc elle a pas le même âge que les Américaines qui sortent de leur cursus universitaire. Elle a 19 ans, elle a pas déjà 20 ans, hein, je crois qu'elle a encore 19. Du talent, elle sait faire beaucoup de choses, c'est une intérieure qui a beaucoup de skills. Après c'est peut-être un peu plus un pari sur le futur, il y a encore beaucoup de choses à polir. Nous on l'a vu face à l'équipe belge où individuellement elle avait fait une très belle prestation. Après l'équipe autour d'elle ça n'avait pas suffi, mais des choses intéressantes. Maintenant il va falloir voir comment ça va pouvoir se développer, quoi. Elle est encore très jeune, mais peut-être le plus haut plafond de cette draft, mais c'est vraiment du potentiel et tout est encore à polir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis elle a un profil extrêmement moderne que recherchent les équipes. C'est-à-dire que elle est très grande, mais elle est à l'aise balle en main, elle shoot de loin. Elle a aussi une qualité de passe très très correcte. Et puis athlétiquement, ça lui arrive de dunker de temps à autre. Là, en Italie, sur sa première saison chez les pros, elle a plutôt satisfait. Elle jouait d'ailleurs avec Isabelle Harrison, qui va être sa coéquipière cette année à Dallas. Donc ça va être une paire qu'on risque de voir fréquemment. Mais oui, c'est comme disait Flo, c'est peut-être le plafond le plus élevé. C'est le potentiel peut-être le plus excitant de cette draft. Et c'était logique. Peut-être que si on peut se demander si elle n'avait pas été finlandaise et qu'elle avait fait un cursus universitaire classique, si elle n'aurait pas été prise en numéro 1 sans hésitation. Il y a plusieurs spécialistes US qui se sont mentis chez d'elle et qui la voyaient numéro 1 au talent, quoi. Ok. Donc, est-ce que malgré son jeune âge, il n'est pas question qu'elle arrive tout de suite? Ils n'ont pas pris les droits, on va dire. Ils la veulent en l'effectif maintenant. Je pense qu'au pick 2, elle va pouvoir venir tout de suite. Et alors, elle a un avantage par rapport à d'autres internationales, c'est que la Finlande joue pas de compétition, ils sont pas repris dans les grandes compétitions internationales. Donc contrairement. Même pas l'Eurobasket? Non, hein. Je pense non, pas. l'a éliminé. Non, il faut réinstaller. Ah zut. Trop fort, c'est belge. Ouais. Donc du coup c'est bon. Donc non, enfin après je dis pas que ça va jamais arriver, mais il y a moins de risques que de prendre une internationale française, espagnole ou australienne où on sait bien que a priori elle sera de toutes les compétitions, quoi. Ok. Merci. Alors en numéro 3, son nom c'est 2A, mais ça ne se dit pas A. Ça c'est le groupe qui chante Take On Me. C'est Harry McDonald qui file à Atlanta rejoindre Kennedy Carter entre autres. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Harry McDonald? Je commencerai par peut-être dire que c'est la meilleure défenseuse de cette draft sur le poste extérieur. Parce que, je crois que sur les 3 dernières années en NCAA, elle était en liste pour le trophée de joueuse de l'année. Et avec le tournoi qu'elle vient de sortir, c'est vraiment pas étonnant de la voir là, quoi. Je crois qu'elle était à plus de 30 points de moyenne sur le tournoi. Elle emmène Arizona en finale. Arizona qui était même pas... que personne n'a vu aller plus loin qu'au deuxième tour, quoi. Après, j'étais plutôt étonné de la voir prise par... C'était Indiana, là? Atlanta. Ouais, par Atlanta. Parce que, il y a déjà Kennedy Carter. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal, finalement. Ça fait de la profondeur sur le poste extérieur. Et ça fait un souci en moins dans le roster. Mais d'ailleurs, en fait, c'est une semi-surprise parce que sa cote, elle a beaucoup grimpé, donc comme tu le disais pendant le tournoi. Et la mock draft, du coup, qu'on a faite ensemble, on avait déterminé les rankings ensemble, on l'avait mise 4e à Indiana. Donc, et si on l'avait pas mise à Atlanta, c'est parce qu'on s'était dit que, avec la présence de Kennedy Carter, il y avait déjà une joueuse qui aimait bien avoir le ballon et que c'était pas forcément pertinent. Mais pour le coup, au final, ça peut peut-être bien se compléter et c'est plutôt une bonne chose, je pense, pour Atlanta. C'est à peu près là où, du coup, nous, on l'attendait, par contre.
Et c'est une joueuse qui est un peu qui s'estime très sous-cotée et qui est contente de pouvoir montrer ce qu'elle vaut. Là, on l'a vu pendant tout le tournoi avec son équipe qui n'était pas du tout attendue là. Et c'est un peu la coqueluche aussi des médias américains qui aiment bien pareil ce côté outsider qu'on n'attendait pas. Donc là, c'est pas tellement là où c'est juste après que ça a commencé un peu à partir en cacahuète. Donc là, vous étiez encore calme, quoi. Oui, là ça allait. Et Eddie McDonald, c'est un gros mental aussi. Par contre, c'est pas une grande taille du tout. Donc c'est ça qui à un moment aurait pu faire peur. Après, comme elle a fait un super tournoi, elle a quand même réussi à monter sa cote. Je pense que c'est un bon fit pour Atlanta. Je suis pas sûr que ce soit un bon fit pour Eddie McDonald. Parce que entre Kennedy Carter, Odyssey Sims, Courtney Williams, il y a du monde, je ne sais pas les minutes qu'elle va pouvoir avoir. Après, du point de vue d'Atlanta, les quelques minutes que tu lui donnes, elle va défendre, elle va vouloir prouver qu'elle a sa place. Donc, il faudra voir dans le futur comment ça peut aller, mais une bonne joueuse. Oui. Elle me fait un peu penser à Crystal Dangerfield. Elle est à peine plus grande, elle fait 1m67 contre 1m65 pour Crystal. Et c'est vrai qu'elle sait un peu tout faire, dextérité, des pénétrations dans la raquette, des tirs à 3 points. Donc, une joueuse énergique, je pense. Alors, première surprise, donc je suppose, c'est en direct d'Indiana. C'est un beau prénom aussi à devoir dire. Je pense que je me demande même si c'était pas ça le but, c'était d'essayer de coincer tout le monde avec un nom pour lequel on n'était pas préparé. C'est Kisri Gondrezic, qui donc a créé, enfin, c'est pas elle qui a créé la surprise, c'est Indiana. On la voyait où au départ, Kisri ? Ouais, deuxième tour. J'avais vu, il y a eu peut-être une mock ou deux, mais même pas sur les dernières versions, qu'il l'annonçait à Seattle en 11. Donc bon, c'était, mais en 3, absolument personne pouvait prévoir ça parce que. C'est en 4. En 4, pardon. Indiana avait d'autres besoins et puis elle n'avait pas une cote fantastique. C'est une excellente shooteuse qui jouait à West Virginia, donc pas très médiatisée. Mais oui, non, tout le monde était. Mais même elle, en fait, quand on regarde. Non mais c'était fou parce qu'elle était avec sa mère, donc c'est un super moment, c'est très émouvant. Tu les vois en train de regarder l'écran et puis elles sont complètement sidérées, elles pètent un plomb. Elles s'attendaient pas du tout à partir aussitôt dans la draft. Donc c'est un choix étonnant. On va voir, peut-être que Tamika Catchings a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, non, nous on l'avait pas du tout mise au premier tour, quoi. Romain, t'as quelque chose à ajouter sur elle ou elle était un peu passée sous ton radar? Disons qu'avec Shai, on avait évoqué le prénom, mais par contre, j'ai pas du tout regardé West Virginia cette année, quoi. Je suis allé voir un peu là pour voir, elle a des stats, mais c'est en pleine joueuse on l'avait mis deuxième tour. Ouais. Je pensais qu'elle ferait peut-être fin du premier s'il y a vraiment une franchise qui était amoureuse, mais de là à être quatrième. Il y a le nom de famille est pas inconnu dans le basket français parce qu'en fait c'est un ancien joueur NBA, Grant Gondrezic, qui a joué en France aussi un petit peu. Pas très connu, mais qui est décédé malheureusement l'année dernière. Et j'avais lu un truc sur cette joueuse, mais c'était vraiment pas. C'était parce que c'était une fille de bonne shooteuse, mais quatrième de draft, c'est un peu surréaliste, quoi. Franchement, le genre de coup de poker où après tu te dis soit génie, soit tu dis Tamika, est-ce que tu serais pas en train de nous faire une Phil Jackson ou une Michael Jordan, à savoir. C'est ça le problème, c'est ce qu'on se demande avec Tamika, parce que avec tout le respect qu'on a et l'admiration qu'on a pour elle, ses premiers pas comme GM sont pour l'instant un peu hésitants. Je le dis 14 fois par podcast, mais le coup de Bennaïja Laney qui est coupé sans voilà, sans prévenir et sans aucune contrepartie, ça c'était déjà un peu curieux et donc on va voir, on va lui laisser le bénéfice du doute, hein, on verra. Alors, en 5e position, c'est Chelsea Dungee qui est partie encore à Dallas, puisque oui, vous l'aurez compris, Dallas avait fait une razzia sur le premier tour de draft. Alors elle, surprise ou pas? Un peu quand même, déjà parce qu'elle était attendue un peu plus bas. Maintenant, bon, ça c'est pas encore le plus surprenant, c'est surtout que c'est un profil qui est assez similaire à Arike Ogunbowale. Et donc on se demande un peu... c'est le même poste et même dans le profil, c'est un peu le même profil. Donc voilà, une deuxième arrière-scoreuse qui arrive, qui va sans doute faire la doublure d'Arike. Est-ce que c'est vraiment ça qui pouvait prendre au 5e pick Après, la joueuse, je pense, a du talent. Il y a pas mal d'Américains qui croient en elle.
Tu es plus dans le étonnant. Là, doute. on était toujours sur le choc du pick 4, donc en fait le choc était moindre. Donc voilà, mais Ça restait un petit choc quand même. On la voyait un peu plus basse. Mais Quand même le premier tour? oui, on vraiment, l'avait laissé faire le mis premier tour, ouais. je crois. Ouais. Ouais, on l'avait plus dans la première mock, on l'avait mise à Vegas en 12, et puis après Ouais, avec le trade qu'il y a eu entre Vegas et Los Angeles, on a changé un peu. Mais il faut savoir qu'elle a quand même une bonne cote parce que si on considère que les scouts sont regardés que les matchs contre les grosses équipes, elle a mis 37 points contre Yukon. C'est ça, 37 points, Romain, C'est une des seules défaites de Yukon de la défaite. Seule défaite de la C'est une saison. seule défaite de Yukon de la saison. Et il y avait une stat intéressante, genre j'ai plus l'exactitude de la stat, mais il y a très peu de joueuses qui ont marqué plus de 30 points contre 35 Yukon. points, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était C'est une des rares joueuses. sous l'ère de Oriema qui c'est long la 4e fois qu'il se prend plus de 35 Voilà, points par quelqu'un en place. Et quand tu regardes les noms, il y a genre Kennedy Carter, enfin c'est que des grosses scoreuses, donc elle a quand même une cote et elle a un énorme talent offensif, mais ouais, on était surpris par le. Surtout sur la défense de Yukon. Enfin, parce que Oui. Yukon cette année, enfin, c'est pas n'importe quelle équipe, quoi. C'est du sérieux. Liv, tu as quelque chose peut-être à rajouter sur Chelsea ou même le pick numéro 4, je t'ai pas demandé. Oui, non, pour Chelsea, pareil, j'avais juste vu cette stat qui m'avait marqué, quoi, des 37 points, parce que c'est un exploit. Qui t'avait Après, comme marqué dit ou qui Flo, t'avait c'est- bouleversé? J'ai des surprises. Mais oui, après, est-ce qu'on peut l'imaginer jouer en même temps qu'Harry ou pas? Est-ce que ce sera forcément sa remplaçante? À voir. Après, c'est vrai que Dallas avait déjà pris deux joueuses pour sa raquette, donc ils ont aussi un peu comblé leur poste extérieur. On verra ce que ça donne. Ouais. La rotation arrière est pas très très bien définie. On sait pas vraiment. Pour l'instant, à Dallas, à la main, voilà, il y a Marina Mabrey avec Moria Jefferson. On ne sait pas si Harry va pas repasser un peu meneuse, même si l'expérience n'avait pas été très concluante. Donc c'est pas impossible que Dungy joue beaucoup s'il décide de faire rejouer Harry meneuse. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont prise. On verra. Il y aura beaucoup d'essais à mon avis pendant la préparation, pendant les matchs de préparation juste avant la saison. Alors en position numéro 6, c'est New York, le Liberty qui peut faire son marché. Après s'être gavé l'année passée de rookie jusqu'à n'en plus pouvoir, cette année, ils ont quand même hérité du pick numéro 6 et ils ont pris Michaela Onyenwere. Alors Romain, je vais te laisser l'honneur puisque NCAA c'est toi, mais New York et le Liberty c'est également toi. Est-ce que tu es content du choix de ton équipe? Alors, j'étais un peu surpris parce que on va dire que New York, il y a beaucoup de rookies. On est surtout au poste 1-2, c'était blindé, donc déjà on n'a pas drafté une guard. Parce que je trouve que c'est quand même un exploit de New York vu les dernières drafts. Et surtout, je pensais qu'on irait sur le poste 4, et on est sur un poste 3 qui peut défendre par ce poste 4. Donc en fait, super pioche. Surtout que dans la mock draft, on a dû la mettre 4 ou 5, Shai. On l'avait mise en 5e position. On pensait que Dallas la prendrait en 5. Ouais. Donc en plus, à ce moment-là, New York avait plusieurs choix et je suis vraiment pas déçu. En plus, c'est une fille que j'ai vu pas mal jouer. Elle joue à UCLA. Donc on est sur un profil un peu à tout faire, couteau suisse, elle peut défendre. Donc surtout, je crois qu'elle est à 1,85, voire un peu plus par là, et puis elle peut scorer. On l'a vu plusieurs fois mettre plus de 30 points en Pac-12, qui est une super conférence en NCAA, donc je suis ravi. Un homme heureux. C'est ça. Ouais, non, mais et puis elle a beaucoup de charisme. Elle est c'est une très bonne cliente pour les médias. À New York, ça va être bien. Là, on a vu après la draft, Walt Hopkins et Jonathan Kolb, le GM, je sais plus comment ils ont dit ça. Ils ont dit qu'ils avaient fait des backflips quand ils ont vu qu'elle était encore disponible parce qu'ils pensaient qu'elle partirait peut-être en 5 avant. C'est vraiment une des joueuses qu'ils avaient visées. Et, ça ressemble à un très très bon coup, effectivement. Très très bien. Moi, j'ai surtout retenu la réaction incroyable de sa grand-mère qui était dans l'arrière-plan et qui s'est mise à danser. La grand-mère la plus classe de la C'est galaxie, génial. quoi. C'était magnifique. Il faut quand C'est même elle la reconnaître star que de la soirée. la draft à distance a ce charme-là. C'est vrai que voilà, c'était gai de les avoir autour de la table, etc. Mais aussi un côté immersion dans le quotidien. Enfin, pas dans le quotidien, justement, dans le soir des joueuses ou dans leur famille. C'est assez sympa de voir ça. Effectivement, il y a parfois certaines scènes qui valent le détour et c'était le cas pour Michaela. Alors ensuite, eh bien, c'est au tour de Los Angeles et de son GM / coach / gourou Derek Fisher qui a fait un choix. Alors j'ai déjà vu une drôle de moue, Shai, puisqu'il a choisi Jasmine Walker. Tu n'as pas l'air convaincu. C'est compliqué parce que
On n'arrive pas enfin, on n'a pas envie de passer pour des haters de Derek Fisher, et c'est juste que c'est pas forcément ce, encore une fois, à quoi on s'attendait. Et pas que pour ce pick 7 hein, d'ailleurs, mais Jasmine Walker, ouais, donc une intérieure d'Alabama qui est encore un peu brute de décoffrage, tu me diras si je me trompe Romain, mais voilà, dont le profil laisse penser qu'elle va pouvoir s'écarter sur le terrain, mais elle n'a pas fait de trucs non plus fabuleux avec Alabama. C'est plutôt un potentiel. Je sais pas, on avait l'impression que les Sparks prendraient une joueuse plus prête peut-être. Je sais pas ce que tu en penses Romain là-dessus. Mais... Si, ouais, non, complètement d'accord. Moi je l'ai vu jouer quelques fois avec Alabama, elle Ouais. m'a pas marqué, parce que comme l'a dit Shai, c'était un peu brut. Parfois elle savait pas ce qu'elle devait faire. Et donc surtout en plus on sait pas vraiment quel poste, 4, 5. On va dire que c'est pas forcément là où il y a le plus de place à LA. Ouais, c'est ça. Surtout en plus, c'est surtout au niveau du feed déjà, pour une intérieure, je m'attends. Perso, on avait dans un mock, je crois qu'on a mis une meneuse. Et genre là, ils n'ont pas une pivot. Enfin, très Peut-être que sceptique pour le Derek a moment, vu mais quelque bon. chose que nous n'avons pas vu. C'est ça. Et peut-être que Derek Fisher s'est dit qu'elle allait parfaitement remplacer Candace Parker et que finalement, c'est pas grave qu'elle soit partie. Ouais, voilà. Parce que de toute façon, elle n'est pas fiable en playoff. Donc, tu vois, c'est à ce C'est ça. moment-là. Et le 7, en fait, vous verrez plus tard que quand on va parler du choix 10, le 7 va paraître beaucoup moins. Oui, voilà. D'accord. Celui-là, à la limite, tu vois, Là, il peut Walker, voilà. ce choix s'entend. Voilà, il y a des mock drafts où elle était annoncée voilà, premier tour. C'était pas sur le potentiel, c'est plutôt après que Derek a fait des siennes. Donc là, il préchauffait, quoi. Voilà. Alors en choix numéro 8, je pense que c'est aussi une équipe qui a été contente de pouvoir récupérer un choix qu'elle n'attendait pas, c'est Chicago, qui a pu sélectionner Shayla Hill. Et donc, voilà, comme je le disais, je crois que dans ce cas-là, c'est un peu une New York 2, à savoir que l'équipe est plutôt contente et surprise de pouvoir récupérer cette joueuse. Et donc, encore un chouette coup peut-être de James Wade. Je Ouais, reviendrai mais si peut-être- Non, vas-y, Romain, vas-y. Non, je reviendrai peut-être juste sur le côté surprise. Je pense pas qu'il était surpris de la récupérer vu qu'elle était vraiment annoncée plus bas. Nous, on la considère un peu comme si c'était un reach, genre elle est vraiment montée, mais d'un autre côté, elle a le potentiel pour être là, quoi. Elle a le potentiel surtout pour être utile à Chicago. Donc dans ce côté-là, c'est le fit parfait, mais c'est aussi le petit côté surprise en mode ah bah d'accord, elle a été annoncée second tour, 8ème, bah tant mieux pour elle, c'est magnifique. T'allais En dire, fait, Flo? on s'attendait vraiment à ce que Chicago prenne une meneuse, ou en tout cas au moins une garde. Mais James Wade l'avait dit lui-même en disant que le contraste entre les moments où Vandersloot était sur le terrain et le moment où elle n'était pas, c'était affolant en termes de résultats d'équipe. Et donc il fallait absolument trouver enfin ce backup pour Courtney. Et donc là, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, il y avait encore d'autres meneuses qui étaient a priori mieux cotées dans les mocks, et entre autres Dana Evans, sur lequel il y a eu un moment pas mal de hype et qui a l'air d'être pas mal retombé. Et donc, ils ont préféré choisir une joueuse qui en fait joue qui est plus jeune du coup, hein. Du coup, elle est dans le circuit international, elle a aussi 19 ans si je ne me trompe pas. Mais par contre, elle joue en professionnel depuis 14 ans, enfin depuis qu'elle a 14 ans. Et donc on a potentiellement une joueuse qui est peut-être déjà un peu plus prête en fait, malgré qu'elle soit plus jeune. Et pour une équipe de Chicago dont la fenêtre de tir est peut-être un peu courte et qui doit profiter maintenant d'avoir tradé Candace Parker, ils étaient peut-être pas dans un projet de se dire qu'il leur fallait une jeune qui serait prête dans 3 ou 4 ans. Il fallait quelqu'un qui, sur le peu de minutes qu'elle soit là, puisse peut-être répondre tout de suite. Et donc je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils ont pris cette joueuse-là, qui, en plus, je pense que 2 jours avant, elle faisait corps des dingueries en Australie. Ça a l'air d'être une joueuse assez charismatique aussi. Enfin, elle a l'air d'être assez fraîche en fait. Ouais, elle est vraiment. C'est pareil, beaucoup de charisme. Ils l'ont dit tout de suite quand Wade a répondu aux questions après la draft. Beaucoup de compliments. Il disait qu'elle faisait des choses que des joueuses de 19 ans ne savaient pas faire en temps normal, qu'elle était rayonnante. Et puis en fait, il suffit de regarder ce qu'elle a fait en Australie, regarder des highlights ou même des matchs. Elle a été dans le deuxième meilleur 5, elle a fait des super perfs. Son équipe elle est en demi-finale, je crois, contre l'équipe de Liz Cambridge. Enfin voilà, elle est hyper complète en plus. Après, elle est dans le moule australien, c'est-à-dire que elle n'a pas peur d'aller au contact. Ça a beau être un petit gabarit, elle fonce dans le tas tout en ayant en même temps des super qualités techniques. Un shoot aussi, c'est une super. Je pense vraiment que c'est effectivement un très très bon fit.
Ouais, je trouve ça génial pour une meneuse comme elle d'arriver dans une équipe où elle va pouvoir apprendre de Courtney Vandersloot. Ça me fait un peu penser à Jordan Canada qui, en 2018, était arrivé au Storm avec Sue Bird et on voit qu'il y a eu une vraie passation de l'une à l'autre. Donc, si ça peut être la même chose à Chicago, même si Sloot a encore quelques années devant elle, ce sera super pour l'effectif. Et puis on parlait tout à l'heure des célébrations de la famille, c'était assez marrant aussi parce que je sais pas si c'était dans un bowling, un casino ou un truc, mais c'était avec son père qui est un ancien joueur NBA et très bon joueur de la sélection australienne qui était avec elle. C'est lui qui a voulu l'étrangler? C'est ça. On va dire qu'il était vraiment très content et très attaché à sa fille. Et ouais, c'est lui, c'est Shane Hill, ancien joueur NBA. Qui avait failli se battre avec Charles Barkley, de ce que j'ai compris. Et qui n'a pas failli se battre avec Charles Barkley en même temps? Hein, c'était en France un peu une porte ouverte. Alors, ensuite, après beaucoup de James Wade, un très beau coup, je pense, de celle qu'on ne présente plus, Cheryl Reeve, qui, j'ai l'impression, elle se lève en faisant des bons coups. Voilà, c'est son truc. Et puisque là, en numéro 9, elle a récupéré Renea Davis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette joueuse? J'ai envie déjà de dire que Cheryl Reeve peut aller embrasser tous les front office précédents. Parce que là, c'est peut-être le coup de la draft en fait. Encore un. Ouais, parce que Flo parlait de plafond avec Awak Couillère. Pour moi, c'est une des juste derrière qui a le plus gros plafond. Une joueuse qui sort de Tennessee, qui avait les clés qui était le pilier défensif et qui peut à peu près tout faire en attaque. C'est une poste 4 qui peut shooter de loin. L'attaque est à développer. Il y a quand même beaucoup à faire, mais elle en a les capacités. Je vais dire, c'est presque inquiétant que Minnesota récupère ça, quoi. Ouais, mais nous, on l'avait mise en 3. Donc, pour le coup, on l'avait mise en 3 à Atlanta parce qu'on s'était dit, Atlanta, ils vont prendre au talent et au potentiel. Même si l'équipe est plutôt solide cette année, ils vont prendre le plus gros potentiel. Et Renea Davis, c'était ça, quoi. Et Cheryl Reeve, après, qui a dit... oui, on pensait peut-être finir par trader le 9e pick parce qu'on n'était pas trop emballé par cette classe de draft. Et puis on avait ciblé 2 joueuses et puis elle était encore là, donc on l'a prise. Merci les gars, au revoir. Voilà, c'est presque acheté. Oui, c'est ça, parce qu'on parle d'un bon coup de Cheryl Reeve. Les autres GM n'ont pas vraiment essayé de lui faire barrage non plus, quoi. Non. Parce que nous on l'avait mis en 3, mais en fait toutes les mocks la mettaient top 3, 4, 5 hein, globalement, voilà, donc on n'était pas les seuls, elle était vraiment vue plus haut, donc voilà. Avec Flo, après Couillard, à chaque équipe qui piquait, on se disait, Renea Davis, elle va tomber là. Et en fait, on est descendu, personne n'a prenait. En plus, elle a un profil défensif qui peut intéresser pratiquement toutes les équipes. Hein. Mais c'est quand même fou, chaque année on a l'impression qu'il y a un peu le même scénario qui se répète avec Cheryl Reeve qui finalement arrive à payer très peu cher pour une joueuse d'un assez haut calibre. Ça nous fait penser à Nafissa il n'y a pas longtemps, qui a été prise en 7e position alors qu'on l'attendait au tout début aussi. Et en plus ça donne une petite motivation à ces joueuses qui se disent peut-être qu'elles ont été underrated et sous-estimées et que donc elles ont encore plus leur preuve à faire une fois qu'elles arrivent en WNBA. C'est vrai que c'est de la chance de pouvoir, mais je sais pas, la chance tu la provoques aussi. Hein, Souvenez-vous dans Titanic, tu crées ta propre chance, voilà. Cheryl Reeve, c'est Cal. Est-ce qu'on donne le Rookie of the Year à Renea Davis maintenant ou pas? Écoute, on va faire semblant de faire durer le truc un peu, mais je pense qu'ils sont déjà en train de graver. Au niveau du temps de jeu, est-ce que tu penses qu'elle aura... Non, je sais pas. Mais l'année dernière, on pensait pas que Dangerfield jouerait autant et il suffit d'une blessure et elle l'insère dans le 5 et c'est réglé, quoi. Mais... Alors, c'est le moment où je sors le popcorn, si j'ai bien compris, puisqu'on arrive au choix numéro 10 de Los Angeles. Et là, un bien beau prénom, intemporel et qui passe partout, Stephanie Watts. Qu'est-ce que vous avez contre cette pauvre Stéphanie? Elle n'est pas à sa place? Je vais te refaire le déroulé de la soirée parce que du coup Shai n'était pas avec nous, il était en interview et tout ça, il faisait son métier et nous on était en train de faire une petite conf entre nous, on regardait et puis tout d'un coup tombe ce fameux pic Stephanie Watts et on s'est tous dit What? Mais c'est qui? Mais on a rien contre elle, hein. Je suis sûr que c'est une fille très charmante, mais juste elle était attendue mais pas du tout là. L'action on a été voir, on retrouvait même pas de stats.
Enfin, on a cherché. C'est une femme écran. Non, mais voilà, elle est pas hyper référencée, quoi. Je sais bien que. À partir du moment où ESPN n'avait même pas d'image de nous communiquer, Oui. C'était inquiétant. Enfin, Il n'avait pas prévu il y avait pas de highlight prévu de son jeu, quoi. Ils étaient, eux non plus n'étaient pas prêts. Donc voilà, c'était vraiment bizarre. Donc, alors, il y a deux solutions. Soit Derek Fisher est un génie incompris et qu'il a vu quelque chose que personne n'a vu. Soit, voilà, c'est un choix extrêmement particulier. C'est fort probable, ça. Ça doit être ça. Certains d'entre nous ont prévu d'aller regarder. Elle joue à North Carolina, ouais. North Carolina. Et donc, certains ont prévu d'aller revoir des matchs d'elle ce week-end pour voir s'ils ont raté quelque chose par rapport à. Et c'est ça, c'est une arrière qui a déjà 24 ans. C'est pas forcément un problème, mais du coup. C'est pas, comment dire, ils n'ont pas parié sur un potentiel gigantesque qui va pouvoir se développer. C'est une chose qui, a priori, est déjà plutôt expérimentée, qui a dû faire 4 années à la fac. Mais absolument personne ne l'avait mise là et je suis même pas sûr de l'avoir vu beaucoup au deuxième tour dans les prévisions, en fait. Donc c'est peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon, on va couper des joueuses, autant prendre des joueuses au pif. Elles resteront pas, elles viendront faire le training camp et voilà, on va prendre n'importe qui et c'est réglé. Je comprends pas. Le truc qui est encore plus surprenant, c'est qu'il faut rappeler que LA a tradé pour avoir ces 2 pics. Oui, ouais, ça c'est incroyable, c'est ça, parce que la veille on s'est dit. C'est encore plus choquant en fait que le simple fait qu'on la connaisse pas. Mais donc ça accrédite. On se demande juste ce qu'ils font, quoi. Ouais, mais ça accrédite la thèse à la base, hein, en tout cas. On a ciblé une joueuse, donc on va monter dans la draft. Du coup, en 7 ou en 7 et 10, on va faire un package, c'est super. Et là, on a l'impression que c'était pas très, que c'est pas très réfléchi. On va voir. Ce qui est marrant quand tu regardes la draft de Los Angeles, c'est qu'en fait les 3 picks qu'ils ont pris sont pas spécialement problématiques. C'est juste que celui qu'ils ont pris en 7, on s'attendait à ce que ce soit celui qu'ils prennent en 10. Oui. Celui qu'ils ont pris en 10, on s'attendait à ce que ce soit leur pick de second tour. Et leur pick de second tour, on s'attendait à ce que ce soit celle-là qui soit prise en 7 parce que c'est Arela Guirantes qui a chuté de ouf alors qu'elle était attendue top 4. Donc en soi, la draft de LA, on ne dit pas à quel pick elles ont été prises. On dit il a pris un tel. Tu dis oh pourquoi pas. Exactement. mais sauf que ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout au bon endroit. Et alors oui, c'est le fait d'avoir échangé un pick de l'année prochaine dans une draft qui est quand même censée être bien meilleure que celle-ci, pour récupérer un pick de celle-ci, on comprend pas. C'est le show, c'est le show LA. Ils ont animé la soirée, c'était sympa. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit en démarrant, mais ça fait plusieurs mois qu'on sait et que même les GM considèrent que c'est une des drafts les plus faibles depuis longtemps. Et que toutes celles qui vont venir après, de l'année prochaine à 2024, où là c'est censé être l'explosion de talent, c'est là où qu'il vaut mieux avoir ses pics. Et là, Derek, il lâche déjà un pic de cette année, de l'année prochaine. Donc mais il se dit peut-être qu'il sera pas là après. Je sais pas, mais non, tu sais bien qu'il monte en grade tous les ans. Ah oui, c'est vrai. C'est coach, entraîneur, président. Voilà. C'est vrai. Alors, en numéro, je sais pas, Liv, si je voulais pas te couper l'air sous pied, mais vu que tout le monde avait beaucoup de choses à dire sur Stéphanie Watts. Non, je connaissais pas cette charmante jeune fille. Mais on est d'accord qu'elle a un prénom sympa. Voilà, je lui souhaite un bon courage. Comment ? On est d'accord qu'elle a un prénom sympa. Oui, elle a un très beau prénom. Ça passe crème, quoi. Moi, je vois que ça, personnellement. Alors, en numéro 11, un autre très très beau prénom pour toute trentenaire qui a aimé un jour le R&B. Ah, oui. Il y a un prénom même qui rappelle de la douleur. J'ai pleuré. Aaliyah Wilson, qui a été envoyée à Indiana. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Aaliyah ? Est-ce qu'on l'attendait là déjà ? Non, on l'attendait. Alors, son prénom apparaissait dans les mocks, mais on était plus sur de la fin de second tour en général. Après, je pense que c'est une bonne joueuse parce qu'on l'a vu. Elle faisait partie de Texas A&M. Texas A&M qui a fait plutôt une très bonne saison régulière vu qu'ils ont battu South Carolina, qui allait jusqu'au Final Four et qui a surpris quasiment tout le monde. Après, de là à ce qu'elle soit au premier tour. C'était une vraie surprise. Et puis Seattle, on ne sait pas s'ils la voulaient vraiment finalement. C'est ça, parce qu'il y a eu trade. C'est Seattle qui avait le pick et donc il a échangé avec Indiana contre Kennedy Burke. Là en live, quoi, en fait. À la base, on pensait que c'était Seattle qui l'avait drafté et immédiatement le pick est parti à Indiana. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu jouer de la saison. Mais ça a été une demi-surprise pour les gens qui l'attendaient plus bas. Surtout que là, si Indiana
pareil, si Indiana cherche à monter dans la draft, tu te dis que c'est pour un talent visé depuis longtemps qu'ils ont repéré, mais là, pareil, c'est un peu un choix intriguant. Après, Romain, toi, tu l'as vu, donc tu peux peut-être être plus d'infos sur elle, mais Pas vraiment plus que ça. J'ai vu quelques matchs parce que Texas A&M c'était intriguant et que ça posait des questions, mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas celle de Texas A&M que j'aurais fait monter en fait. Ouais. J'aurais pris sa coéquipière, c'est pour ça que je suis un peu surpris. Ouais. À partir du moment, enfin, c'est là encore, c'est une classe de draft où beaucoup de joueuses vont être coupées malheureusement parce que les effectifs sont déjà assez garnis et on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de joueuses coupées, donc faut pas trop s'attacher aux joueuses draftées au-delà du premier tour, c'est certain, et même parfois en fin de premier tour, je pense. Alors, Liv, tu sais un peu quelle était la manigance de Seattle derrière tout ça? Donc là, on récupère Kennedy Burke, c'est une ancienne joueuse de UCLA, qui est ancienne coéquipière de Jordan Canada aussi. Donc, il y a peut-être une première explication ici. Ensuite, elle avait été choisie en 22e position de la draft en 2019. L'année dernière, elle jouait environ 18 minutes pour 7 points avec Indiana. Donc, ça peut être éventuellement une joueuse intéressante dans la rotation pour regarnir un peu le banc. Maintenant que Sami, surtout, est partie. On a aussi perdu pas mal de joueuses dans le 5 avec Alicia et Natasha Howard. Et puis, je me dis que le Storm a quand même une certaine habitude de révéler des talents de deuxième draft, de deuxième tour de draft, qui commencent leur carrière de façon un peu tranquille. Donc, pourquoi pas. Et puis, si elle pouvait être notre nouvelle Alicia Clark, ce serait bien. Oui, comme ça, Flo viendra la flipper après. Alors, pour le 12e et donc dernier tour, Liv, Romain, Shai, si vous voulez vous lever et mettre la main sur le cœur, je comprendrai, j'aurais fait pareil. Mais voilà, même Flo et moi sommes très contents d'ailleurs de voir Iliana Rupert partir donc au Las Vegas Aces aux côtés donc de Aja Wilson et de Liz Cambage. Dans le mock draft, on avait évidemment fort les yeux rivés sur Iliana et son poste a été, son choix a été un petit peu bouleversé par les récents échanges. Mais finalement, on peut être content pour elle. Las Vegas, c'est une très bonne piste d'atterrissage pour une joueuse comme elle. Ah oui, non, complètement, parce que, en fait, si on l'a changé de place, à la base, on l'avait mise en 7e position parce que on savait que Dallas était très intéressé, faisait partie des équipes qui étaient intéressées, et donc Dallas avait le 7e pick. Malheureusement, en cours de route, du coup, le pick a été tradé. Dallas, malgré leur nombre important de picks, ne pouvait pas garantir du temps de jeu à Iliana. Au final, peu d'équipes pouvaient lui garantir. C'est pour ça que ça restait incertain jusqu'à la dernière minute, parce qu'Iliana veut venir dès cette année. Et elle va venir, mais après les JO, comme beaucoup de choses internationales. Donc il lui fallait une équipe qui soit prête à accepter qu'elle y aille et qui lui donne quand même les opportunités dont elle a envie une fois les JO passés. Et donc Las Vegas faisait partie de ces équipes-là. Et puis c'est difficile de rêver d'une meilleure opportunité parce que c'est une organisation qui est bien structurée. Il y a un super coach. Et mine de rien, c'est pas si profond que ça sur ses postes parce qu'elle peut jouer postes 4 et 5. Elle va s'entraîner tous les jours avec Liz Cambage, Aja Wilson, la MVP. Donc il y a Derek Amby qui peut jouer poste 4, mais derrière, il y aura des minutes à prendre et de l'expérience à prendre dans une équipe qui va jouer le titre clairement. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. On pouvait avoir peur qu'elle tombe dans une équipe un peu instable qui ne saurait pas l'utiliser. Là, moi je suis ravi pour elle en tout cas. Et elle était ravie aussi, c'était une des destinations qu'elle préférait. Ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, elle est 12e pour Vegas, mais c'est presque une affaire en or. Parce que si on juge sur le potentiel, elle est top 3 de draft, en fait. Ouais. C'est aussi ça, c'est surtout qu'elle est européenne, donc les Américains, ils regardent moins l'Europe. Et donc, il y a des joueuses comme ça. Vegas doit être heureux, clairement. Puis en plus, elle rêve d'affronter Elena Deldon. Ouais. Et ça peut aider. C'était assez cool de voir que c'est une joueuse qui a l'air de vraiment suivre la WNBA et que finalement les joueuses qui vont devenir ses coéquipières, c'était avant tout pour elle des modèles et des joueuses de légende. Elle avait mentionné Breanna Stewart, mais il y avait également parmi ses joueuses favorites Liz Campbell et Aja Wilson. Et puis dans l'article que tu as fait, Shai, où tu retranscris ses propos, elle dit même qu'elle adore Derek Amby, donc on voit qu'elle a quand même une vraie connaissance de cette ligue et ça va être génial pour elle de s'épanouir à Vegas.
D'ailleurs, tu l'as vu, Shai, en interview en anglais après, elle est déjà comme un poisson dans l'eau. Hein. Ah oui, elle se balade en anglais, il n'y a aucun problème. Elle répondait sans aucun souci, elle va s'adapter sans problème là-bas dans l'effectif. Non, vraiment, c'est parfait. Et sur l'échelle de Oliro qui parle français, elle est comment? Non, elle est au-dessus. Moi, j'avais jamais entendu parler Oliro français avant hier, parce que du coup, elle a essayé d'interagir avec la famille en disant 4 fois qu'elle était très excitée pour elle. Mais du coup, c'était un peu. Oui, les médias américains sont emballés en disant que Oli était fluent en français. J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'était un bel effort et c'était un beau moment. Et j'ai trouvé, parce que moi j'ai vu juste cette première interview où Oliro a dit 2-3 mots avec Iliana et où tu voyais qu'elle était. Elle respirait déjà un peu la confiance, je trouve. Elle était aussi beaucoup de fraîcheur. Enfin, c'était assez chouette. Elle tombe à un bel endroit. Dans une franchise où ça dérange pas qu'elle ne soit pas présente dès le début de la saison, parce qu'en fait il y a beaucoup de franchises que ça posait problème, soit parce que ils ont besoin de quelqu'un tout de suite, soit parce que elle va déjà prendre aussi un peu une place dans un salary cap, et donc est-ce qu'on a envie de le bloquer? On sait bien que ça devient une contrainte qui est quand même beaucoup plus contraignante justement pour certaines équipes. Après, ce qui est bien pour elle, c'est aussi elle tombe dans un effectif qui tourne avec un collectif qui est déjà en place, parce que c'est une joueuse qui a énormément de talent. C'est pas spécialement une joueuse où tu peux la mettre dans un effectif où rien ne tourne et où elle va prendre la balle et faire tout toute seule. C'est pas son jeu. C'est une joueuse qui est collective, intelligente, qui a beaucoup de vision de jeu, et donc elle tombe dans une équipe comme ça où dans un premier temps elle va avoir un rôle précis. Je pense que c'est vraiment super. Et alors le petit clin d'œil qu'elle soit prise en 12e position alors que le 12 c'est son numéro fétiche, c'était le numéro de son papa qui est décédé, c'est depuis son numéro qu'elle a porté dans toutes les équipes où elle joue, en sélection aussi. Faudrait juste que Chelsea Gray accepte de lâcher son 12 pour que Iliana puisse porter le 12 à Vegas. On lance une pétition sur Change et on essaie. Alors, évidemment, Iliana, on en a déjà pas mal parlé. Sur Swiss, on vous invite à lire les interviews qu'elle a pu donner à Shai et aux autres médias qui étaient sur place en ligne juste après la draft. On en parlera encore énormément, mais ce n'est pas la seule bonne surprise française de la soirée, puisqu'au 3e tour, Marine Fotou a été draftée par New York. Alors, Marine Fotou, elle a 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Un 3e tour, on sait ce que ça veut dire. C'est ce que j'appelle communément faire une Julie Allemand, à savoir l'équipe est intéressée, l'équipe achète les droits. On sait, je pense que Marine Fotou ne viendra pas cette saison spécialement au Liberty, mais le Liberty a vu un potentiel et il se dit, voilà, je voudrais peut-être plus tard faire venir cette joueuse dans mon équipe. Donc finalement, c'est un très beau doublé pour la France. Heureux? Oui, c'est vrai, c'est une joie contenue, c'est une joie très contenue. Ah non, c'est plus qu'on s'y attendait pas, et puis comme on n'est pas forcément sûr de l'avoir de suite, on fait preuve d'un peu de réserve, mais je pense que c'est génial pour elle. Rien que de dire qu'on a été drafté, c'est pas rien. Et puis si on pouvait l'avoir effectivement sur le terrain, même dans quelques années, ce serait génial. Parce que je pense par exemple à Lisa Berkani, la joueuse française qui avait été draftée en 2017 par le Lynx en 24e position. On l'a pas encore vue en WNBA. Donc je sais pas si elle pouvait toutes se décider, y aller en même temps et qu'on ait 3-4 joueuses françaises en même temps sur les terrains, ce serait cool. Il y aurait sans doute eu ça s'il n'y avait pas eu les problèmes l'année passée. Il y avait Marine, Valou, Olivier Poupa qui avait été aussi invité. Donc là, tu étais déjà... déjà beau. Donc, ce qu'il y a parallèlement à ça, c'est que maintenant New York a, entre guillemets, acquis les droits de Marine Fotou. Maintenant, elle reste pour le moment un choix de 3e tour, et donc il faut qu'elle profite peut-être de saisons européennes avec son club et dans des grands championnats pour maintenant se montrer, un peu comme Julie l'a fait. Julie, elle avait été sélectionnée par le Fever en 2016, mais si elle n'avait pas fait de très bonnes saisons avec Lyon, elle aurait peut-être pas convaincu le Fever de lui dire cette année tu peux venir. Et donc voilà, maintenant il y a une porte d'entrée qui est entrouverte et il faut pouvoir, je veux dire entre guillemets, bosser là-dessus sur la saison européenne pour se montrer et dire n'oubliez pas, vous avez mes droits, mais je suis là et j'arrive. Après, ce qui est super chouette aussi, c'est que c'est, si je ne me trompe pas, la première fois que vous avez 2 joueuses sélectionnées dans la même draft. Donc ça, c'est assez historique aussi quand même. Ouais, je suis assez content pour Marine Fotou parce que
Alors, je suis moins la LFB que la WNBA, mais à chaque fois que je la vois, j'aime bien sa façon de jouer. Je trouve qu'elle a une maturité et en même temps un côté un peu intense et foufou dans son jeu. J'aime bien. Et j'ai l'impression qu'elle est pas forcément reconnue à sa juste valeur. Enfin, son talent et son potentiel sont pas forcément reconnus à sa juste valeur. À Lasvel, là, il se dit on a vu un peu partout qu'elle allait être prêtée, a priori. Il me semble même que Tony Parker avait donné une interview pour dire qu'elle ferait partie des joueuses prêtées, alors qu'elle est quand même là, elle était nommée dans les meilleurs espoirs d'Euroleague cette saison. Ouais. C'est un trophée qu'Iliana Rupert a gagné pour la deuxième fois de suite. Ouais. Voilà. Donc elle a quand même eu du temps de jeu avec Lasvel, mais malgré ça, je trouve qu'elle n'a pas énormément de reconnaissance sur son potentiel. Elle est installée, c'est un bien grand mot, mais elle fait partie des plans en équipe de France, elle est dans toutes les présélections, elle a déjà participé à des compétitions. Je trouve ça vraiment bien que New York au moins montre qu'elle est suivie à l'étranger et qu'elle a le profil pour jouer à l'avenir, quoi. Après, on va voir ce que ça va donner en Europe, mais c'est une bonne nouvelle. Donc à suivre de très très près, même si on sait que c'est peut-être pas pour les saisons immédiates, mais en tout cas, voilà, ça peut, même si c'est dans quelques saisons, ça reste une très bonne nouvelle. Alors, pour clôturer, j'ai quand même quelques petites questions, notamment profiter du fait qu'on ait Romain avec nous. La première, en fait, c'est justement par rapport à ce fameux niveau de la draft. Hein, on n'arrête pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que cette draft 2021, pour toi, elle est vraiment en dessous? Ou est-ce que tu vois, c'est aussi un effet d'annonce à un moment, toi qui suis et qui vois? Est-ce que en gros cette année c'est un peu un coup dans l'eau, ou est-ce que c'est les médias qui se font des hypes aussi tout seuls parfois sur certaines classes? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la hype doit jouer beaucoup, mais je pense que la hype est justifiée. Si on prend les dernières drafts, si on prend les 2 dernières années, il n'y a même pas photo, celle-là est moins, en tout cas elle est moins talentueuse à instant T. C'est possible que dans 5 ans on regarde cette draft et on fasse, mais en fait il y avait des joueuses dingues. Mais à instant T, c'est pas du tout le cas. Et le truc, c'est que si on prend des joueuses qui auraient pu venir qui ont été dans des discussions pour se présenter 1 an avant, il y a eu 2 joueuses et les 2, on se disait, si elles se présentent maintenant, en fait, elles sont automatiquement first pick. Ouais. Parce que le niveau est tellement supérieur à ce qu'il y a là. Et c'est pour ça qu'en fait, on se disait on ne comprenait pas, parce qu'elle échange un pick de 2022. Et déjà, rien que 2022, que je trouve peut-être, si on prend dans les 3 prochaines années, vu que c'est les sélections qu'on a en ce moment dans NCAA, 2023 et 2024, ça risque d'être fou par rapport à 2021 et 2022. Et ça, ce qui est rassurant en fait pour la WNBA, c'est que le talent arrive crescendo. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de plaisir à suivre ça. Donc c'était quand même malgré tout justifié. Maintenant voilà, personne n'a une boule. On sait pas personne n'est devin. Ouais, tout à fait. Personne n'est devin et parfois. Peut-être qu'elle va gagner le titre dans 2 ans avec ce qu'ils ont pris. Je pense que c'est une draft dans laquelle il y a quand même pas mal de bonnes joueuses intéressantes. Ce qu'il y a, c'est que dans la plupart des drafts, tu as toujours 2-3 joueuses qui sont vraiment des joueuses qui changent une équipe. Qui peuvent vraiment potentiellement devenir une grosse star. On a vu l'année passée, on avait Sabrina Ionescu, Kennedy Carter, même Satou Sabali. Il y a 2 ans, Nafisa Collier, Rarika Ogunbowale. C'est des joueuses qui changent une équipe. Et que ça, peut-être que cette année-ci, on l'a pas. Maintenant, il reste quand même beaucoup de joueuses de talent et qui peuvent se faire une place dans la ligue sans souci, pour autant qu'il y ait des places dans la ligue. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Et on peut dire aussi que la NCAA a mis une règle, c'est que cette année, il y a des joueuses qui auraient pu se présenter, qui ont eu l'opportunité de revenir à l'université encore 1 an à cause du Covid. Et donc, il y a aussi certains talents qu'on attendait qui ne se sont pas présentés cette année et qui donc se présenteront sûrement l'année prochaine. Donc, ça a aussi impacté un peu le niveau de la draft. Ok. Alors, dans les joueuses qu'on a citées, pour vous, alors déjà, est-ce que évidemment, on a parlé que du premier tour parce qu'on peut pas faire, on pourrait, mais ce serait un petit peu long de faire un podcast de 3 heures, mais est-ce qu'il y a parmi vous une joueuse sur laquelle vous aimeriez mettre un petit coup de projecteur et dont je n'ai pas parlé puisqu'elle n'est pas dans le premier tour? Si je peux commencer, je dirais le pick 16 de Chicago. Qui est C'est un de mes coups de cœur, c'est Natasha Mack. On l'avait mise à 6, je crois, à New York. Ouais. On l'avait mis en 6 à New York. C'était justifié, elle était meilleure défenseur de l'année. C'est 4 comptes par match en NCAA, dans une équipe où elle était le point central, mais surtout dans une équipe qui a bien marché. Et c'est une joueuse bonne offensivement, défensivement, donc c'est un peu une joueuse à tout faire et surtout qui avait l'air prête. Et à la différence de certaines, quand on la regarde jouer, on voit la passion qu'elle met dans le jeu, quoi.
Il y en a certaines, on se dit, ah, en fait, est-ce qu'elle a vraiment envie de jouer? Elle, ça respire qu'elle veut jouer au basket. Et donc, je m'étais dit, peu importe où elle arrive, en fait, ça sera un bon coup. Bon, de là, la voir en 16, je trouve que c'est magnifique. Après, attention, l'opportunité à Chicago dans le secteur intérieur. C'est ce que j'allais te dire, il y a beaucoup de monde. Hein, Après, on va aussi voir des cas de figure, à mon avis, où des joueuses vont être coupées après le training camp et peut-être récupérées en cours de saison par des équipes pour lesquelles des places se seront libérées. Ah, tiens. Flo, t'es intéressé par certaines? On verra ce qu'il y a à prendre, écoute. Mais Thibaut qui va faire le marché à la fin. Une autre joueuse peut-être que vous aviez repérée dont on n'a pas parlé? Une joueuse qui était prévue top 4 peut-être? Mais moi, voilà ce que j'allais dire, pas spécialement un focus positif, mais un focus un peu négatif, entre guillemets, c'est Arela Guirantes, qui était clairement attendue top 4 dans beaucoup de mocks. Nous, déjà comme ça, en discutant, en réfléchissant entre nous, on l'avait déjà descendue. Elle a un peu bougé avec la première mock et l'update qu'on a fait, mais où elle était plutôt deuxième moitié de premier tour. Et déjà comme ça, il y a certains observateurs américains qui nous avaient fait vous la descendez vachement pour une joueuse qui va sortir top 4. Et au final, elle a été sélectionnée 22e. Et donc pourquoi? elle, à chaque pic, on se disait, mais elle descend. Ben, c'est une joueuse qui, pourtant, potentiellement, a le talent de pouvoir faire quelque chose dans la ligue. Maintenant, une joueuse qui est peut-être pas toujours très, je sais pas, collective. C'est une joueuse qui a fait beaucoup de stats dans une équipe où elle a bénéficié aussi d'un contexte qui était très favorable autour d'elle. Et donc, qui a... Pardon ? C'est un peu méchant à dire, mais il y avait personne autour d'elle. Oui, c'est ça, donc elle faisait d'office beaucoup de stats au sein de son équipe. Et ce qui a un peu monté sa hype aussi. Et à mon avis, il y a un effet où les médias ont sans doute une trop grosse hype par rapport à ça d'un côté. Et à l'inverse, on se rend compte que les GM, alors est-ce que c'était une histoire qu'elle ne fitait pas dans les effectifs parce qu'en fait il y avait déjà beaucoup d'arrières et de meneuses et donc il y a peut-être d'autres choix qui ont été faits. Mais en tout cas, elle est descendue. Elle, je pense que quand elle a été sélectionnée en 22e position, les sourires n'étaient pas sur les visages dans la pièce, quoi. Et puis elle atterrit à Los Angeles, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a pris 2 joueuses avant, donc elle sait qu'elle n'est pas du tout le premier choix des Sparks sur ce coup-là, quoi. Alors que nous, on la voyait à Los Angeles, mais avec le Pixel, justement. Ouais, c'est ça. Mais après, on s'est peut-être aussi... on sait pas. C'est vrai on a eu des tweets où les mecs nous disaient non mais arrêtez, c'est bon, elle est top 3, top 4... sans problème, regardez le talent offensif et machin, et puis non, avec les matchs qu'on avait pu voir pendant la saison, c'était, ça nous paraissait un peu haut, quoi. Est-ce que paradoxalement, ça va pas en fait finalement l'avantager? Parce que elle part en 22, c'est quelqu'un qui était prévu top 4, mais maintenant en fait elle peut, tout ce qu'elle fera bien, pour un 22e pick de draft, c'est bien, dans ce sens-là, et puis on dit que c'est blindé à l'intérieur. Mais finalement, elle c'est une externe, elle peut peut-être tirer son épingle du jeu au training camp. En fait, une fois que tu as soigné ton ego, effectivement, il y a moyen, il y a juste il y a des joueuses, à mon avis. La blessure narcissique de la soirée qui n'est pas hyper agréable. Alors, heureusement, il n'y a pas l'effet Green Room à l'époque où ils étaient dans la même pièce et où tout le monde se barre petit à petit. Et à la fin, toi, tu es le seul dernier pignon à ta table. Ça, c'est un peu voilà, il n'y a pas cet aspect-là. Mais oui, elle n'a pas passé une super bonne soirée, je pense. Et je pensais que Romain, tu nous citerais l'autre joueuse de New York du 2e tour, Didier Richards, qu'on avait vu à Baylor. Donc, on l'avait mis au premier tour. On l'avait mise au premier tour, donc joueuse, on va dire, quasi exclusivement défensive, mais voilà, incroyable en défense. Si on peut faire des comparaisons, vous prenez Harry McDonald, vous augmentez la taille et vous enlevez le talon offensif. Et vous en rajoutez 3 caisses en défense, voilà, elle s'arrache. Et à New York, c'est super. Voilà. J'étais très surprise qu'on la prenne et finalement je suis très heureux parce que nous, notre banc, c'était pas forcément, le banc de New York, c'est pas forcément le point fort pour l'instant, et on rajoute une joueuse qui peut être seconde unit et tu la mets sur la meilleure joueuse adverse. Elle peut clairement prendre la place d'Amanda Zawibi, qui était quand même quelqu'un qui en défense apportait beaucoup. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu Amanda Zawibi. Amanda Zawibi, je sais pas, j'ai pas envie de dire de méchanceté. En défense, je sais pas si c'était une excellente défenseuse, mais en tout cas, elle avait une certaine présence. Je trouve que Didier Richards
beaucoup plus engagée défensivement. D'accord. Elle défend sur tous les postes. Didier Richards, de 1 à 5, elle va y aller, il n'y a pas de problème. Puis, pour la petite histoire, elle a eu une blessure super inquiétante en début de saison. Un choc entre coéquipières qui l'a éloignée quelques mois des terrains. Et elle est revenue en mode guerrière, en fait. Elle était paralysée, elle est restée paralysée quelques jours, apparemment. C'est ça. Et, ils ont montré les vidéos pendant la March Madness, ce qui m'a un peu choqué, vu que la vidéo est assez violente. Mais je pense que ça va bien aller dans le mood de New York, où là, cette année, ça va être clairement la saison. Regardez, on est là. Alors là, on parlait des joueuses qui ont un peu chuté par rapport aux prévisions. Quelle est pour vous la surprise, vraiment, la joueuse que vous n'attendiez pas? Ça reste définitivement la Kisri? Stéphanie Watts. Plus encore, Stéphanie Watts, c'est la surprise encore plus que Kisri Gondrezic. Parce qu'elle, on ne savait même pas que ce nom était dans les disponibilités, en fait. C'est-à-dire que Gondrezic, en fait, on s'est dit, déjà maintenant. Et Stéphanie Watts, on s'est vraiment dit, c'est qui? C'est vraiment ça la différence. Encore une fois, sans méchanceté, c'est juste qu'on s'y attendait vraiment pas du tout, quoi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle a peut-être pris le plus grand risque de la draft? La tête de chat, ça vaut de l'or. non, mais je sais pas si. Aussi, c'est tellement difficile à analyser. Je sais pas si j'appellerais ça un risque, mais ça ressemble à une bêtise pour l'année prochaine de lâcher un pic sur une classe qui est censée être meilleure. Après, s'il s'avère que les deux joueuses qu'ils ont pris sont soit très très utiles, soit bien meilleures que ce qu'on pensait, on s'inclinera, ce sera très bien. C'est juste que c'est juste très étonnant, en fait. Parce que sur la plupart des équipes, on voit à peu près la stratégie, on voit ce qu'ils ont voulu faire, combler un besoin, préparer l'avenir quand une joueuse plus âgée va partir. Mais là, c'est juste que c'est... Voilà. mais d'un côté, après, pour Gondrezic, c'est pareil, ça reste très très surprenant aussi, compte tenu des besoins de l'équipe et de ce à quoi on s'attendait, quoi. Indiana, ils pouvaient se renforcer partout et juste viser le talent, parce que cette année, ça va être compliqué. Il y a eu beaucoup de départs. Julie Allemand va pas venir tout de suite si elle vient tout court. On va voir. C'est curieux. Alors, pour terminer, petite question toute simple. Pour vous, quelle équipe a réussi sa draft et sur quelle équipe avez-vous un doute? On va commencer par toi, Liv. Tu parlerais de qui? Je vais faire simple, je parlerai juste de Dallas, vu que ils ont pris le pick one attendu. Ensuite, Awa Queer, pour moi, c'est aussi une joueuse très très prometteuse, dont on voit des highlights depuis assez longtemps quand même, c'est avec ses dunks faciles, quoi. Et puis, mis à part la petite question sur je me souviens plus de son prénom, Chelsea Dengi, voilà, pour savoir comment elle va s'intégrer avec Harry-Kay. Je pense que c'est réussi pour Dallas et j'espère qu'ils réussiront à avoir une meilleure dynamique grâce à toutes ces nouvelles joueuses. Et t'as pas envie de baver un peu sur quelqu'un? Non, on peut dire que les absents ont toujours tort. Est-ce que les Mystics et le Storm vont regretter de ne pas avoir vraiment pris de talent dans cette draft? Mais je suis pas sûre, en fait. Je pense que je pense bien pas. Comme ça. J'ai peut-être juste envie de dire, le Storm a quand même pris Kiana Williams. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est pas forcément bête, puisque c'est une des meneuses les plus intelligentes, je pense, qu'il y avait de disponible. Après, à voir ce qu'ils en font, est-ce qu'ils vont la cutter, est-ce qu'ils vont conserver les droits? On l'avait mise en neuf, On l'avait mise en neuf, Kiana Williams, qui est la meneuse de Stanford qui a gagné le titre cette année. On l'avait mise en neuf à Minnesota. On avait anticipé un petit coup de génie de Cheryl Reeve comme d'hab, et on pensait que ce serait plutôt elle qui pour être meneuse backup, et au final elle atterrit à Seattle, et ça peut bien, parce que on veut que Sue Bird joue jusqu'à 70 ans, on sera ravis que ce soit le cas, mais c'est bien qu'il y ait de la rotation derrière elle aussi. Derrière ses genoux surtout. Merci Liv. Quelqu'un d'autre se lance pour le top et le flop? Allez, Romain. Bon, en top, j'aurais pu parler de New York, mais je trouve que j'ai déjà beaucoup fait. Des Minnesota. Enfin, ils avaient qu'un seul pick, ils n'avaient pas forcément de besoin, et ils chopent un des meilleurs talents. Donc, c'est presque une note parfaite, avec un seul pick, avoir un tel talent. Moi, sincèrement, je suis admiratif. En flop, tu parlais des absents. Je me pose la question, est-ce que Phoenix... Enfin, ils ont eu un pick très très loin dans la draft, mais est-ce que Phoenix n'aurait pas dû avoir peut-être monté quelque chose pour avoir un pick?
Surtout qu'ils sont toujours très justes en termes d'effectifs. Hein. Phoenix, on se souvient que l'année passée, J'ai pas parfois, l'effectif en tête, mais ils sont pas c'est un peu beaucoup. bancal. Je pense qu'actuellement, là où tu as des équipes qui ont 19 joueuses avant le cut, etc., je pense qu'elles sont à 14, si je dis pas de bêtises, à Phoenix. Donc le cut, c'est presque facile. Et donc ça te laisse peut-être... Alors c'est difficile de cutter, mais en même temps, ça te laisse moins de choix aussi. Donc très clairement, oui, je comprends ce que tu veux dire, parce que Phoenix n'aurait pas souffert d'avoir quelques joueuses en plus dans son training camp. À moins que... Ils ont déjà commencé, justement, ce que j'allais dire. Ils ont commencé à recruter parmi des joueuses qui n'ont pas été draftées. Tiana Mangakaya, dont on avait parlé parce qu'elle avait eu un cancer du sein. Et qui a été revenue superbement cette saison. Elle n'a pas été draftée, mais par contre, elle a invité au training camp de Phoenix. Donc je pense qu'ils vont piocher parmi les joueuses qui n'ont pas été prises. Et je pense qu'il y en a des talentueuses, parce que vu qu'il y a des joueuses qu'on connaît, on n'a pas du tout vu venir là dans cette qui ont été draftées, je pense qu'il y en a qui sont en salle d'attente et qui valent le coup, quoi. Justement, Shai, tant que t'es chaud là, ton top et ton flop. Bon, dans le top, je vais en désigner deux. Donc je mets Las Vegas parce que pour moi ça comble peut-être un manque au niveau de la rotation. Notre copine Caroline Swords va sans doute pas être là cette saison. Elle va reprendre ses fonctions. Voilà, une pensée pour Caroline. Et avoir un jeune talent que nous on identifie comme un talent du top 3 de cette draft. L'avoir pour les années à venir, pour moi c'est un super coup. Et même si Romain voulait pas parler de New York, moi je mets New York parce que j'aime beaucoup Onyenwere, qu'on avait mise en 5e place, et donc là qui est juste en dessous. Je trouve que New York travaille bien et que ça se confirme avec cette draft là. Je vois un peu la vision, là le recrutement il a été incroyable, mine de rien. Elles sont passées d'une équipe avec que des rookies à une équipe avec des All-Stars, des anciennes championnes, et là même voilà, Onyenwere et Didier Richards, c'est très très solide. Il y a une cohérence. J'aime beaucoup leur draft, et donc pour ce que j'ai pas aimé, ou en tout cas pas compris, Los Angeles forcément, parce que pour les raisons qu'on a évoquées avant, et Indiana avec un pic aussi élevé, je me trompe peut-être, hein, mine de rien c'est une grosse shooteuse, elle a montré des trucs à l'université, mais je suis pas sûr qu'en termes de talent c'est ce qu'il leur fallait, donc je suis toujours sceptique concernant Tamika Catchings. Donc je mettrai Indiana comme équipe décevante. Indiana, je trouve ça même étrange, ils avaient 6 pics. Et ils ont pris pas mal de choses, sauf que je vois pas où ça va. Mais ouais, un peu comme New York l'année dernière, 6 pics. Alors Flo, pour te remercier quand même d'être passé nous voir malgré tout, tu peux nous donner ton top et ton flop? Mais justement, dans les tops, j'ai pas vraiment de flop, parce que le gros flop pour moi, il y avait Los Angeles, certains choix de Dallas, enfin voilà, on en a déjà un peu parlé. Donc je vais plutôt faire 2 tops. Un demi-top, effectivement, de Washington, qui pour moi, le fait qu'on ait été les doigts de pied en éventail sur cette draft, c'est pas spécialement un mauvais coup. Pas parce que, comme on l'a dit, la draft est un peu plus faible, mais c'est surtout qu'on n'a pas de pick parce qu'on a récupéré Tina Charles. Et que s'il y a bien une draft sur laquelle tu pouvais virer tes picks pour récupérer un talent de cet ordre-là, c'était celle-ci. Fallait pas le faire en 2023 ou en 2019. Et donc voilà, à ce niveau-là, bon, c'est pas un top, mais c'était juste pour placer un petit peu Cocorico Washington. Sinon, moi, autant on a été un petit peu surpris du premier pick d'Atlanta, avec Erie McDonald, qui, voilà, en termes de fit sur l'effectif, on se dit que ça va peut-être être un peu bouché à l'arrière, mais par contre la joueuse est intéressante pour l'équipe, dans ce qu'elle peut apporter défensivement. Et alors, en deuxième tour, en 15e choix, ils ont donc pris Raquel Carrera, une jeune espagnole qui est vachement prometteuse, qui joue déjà un peu avec la sélection espagnole, qui va pouvoir venir on ne sait pas si elle va venir cette année-ci, mais un profil aussi d'intérieur intelligente qui va pouvoir venir derrière Elizabeth Williams. Donc je pense que c'est intéressant dans une équipe d'Atlanta qui est sans énorme star à ce stade-ci, mais qui commence à avoir des chouettes pièces un peu à tous les postes en fait. Et Carrera vient de gagner l'Eurocup et elle a été décisive en finale de l'Eurocup avec Valence là. Et de nouveau, encore une fois, c'est une jeune. Il y a quand même pas mal d'internationales qui ont été sélectionnés, et je pense qu'il y a des GM qui commencent à se rendre compte que tu peux pas mettre sur le même pied des joueuses NCAA et des joueuses internationales, dans le sens où même si internationales elles sont plus jeunes parce qu'elles arrivent à 19 ans, elles ont déjà joué en pro, elles ont déjà joué contre des adultes, c'est pas le même vécu de compétition.
Eh bien, Ouais. merci. Ah, vas-y, Romain, je voulais pas te couper, là, t'étais Je chaud. pensais que quelqu'un le mentionnerait, mais la petite mention pour Chicago peut-être. Ouais. Ils comblent la main et en plus ils ont un talent qu'ils peuvent garder sous la main. Donc je trouve que ça méritait une petite mention quand même pour avoir bien fait le taf. Ouais, tout à fait. Ah ben voilà, donc merci beaucoup d'avoir décrypté avec nous cette draft. C'est vrai que c'est un sujet toujours un petit peu particulier parce que la NCAA c'est une autre partie du basket féminin et pourtant ô combien importante pour tous les fans de WNBA. Alors, côté Suisse, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On est en train de préparer la saison qui commencera donc le 14 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va vous sortir bientôt les previews, etc. Mais surtout, demain, dimanche, on aura la chance de fêter nos 2 ans. Donc vous allez voir qu'on va vous préparer une très belle surprise, puisqu'on en parle depuis un moment, mais la Swiss Fantasy League va voir le jour. C'est des heures de travail derrière ça, mais on espère beaucoup de plaisir pour vous. Donc on aura l'occasion d'y revenir en long, en large, en travers. Mais c'est vraiment la grosse sortie pour nous cette saison, pour vous permettre de plonger encore plus dans le monde de la WNBA en jouant. Et puis l'autre petite chose à préciser, c'est qu'il y a toujours le Tipeee. Et on voulait vraiment remercier tous ceux qui ont déjà participé et vous donner un exemple concret de à quoi ça sert. Si vous avez si bien entendu Shai aujourd'hui, c'est parce qu'il a un micro. Parce que voilà, avec une voix de baryton pareille, il fallait quelque chose pour à la hauteur de l'organe de l'homme. Et donc, il a un beau micro. Et si moi, je suis aussi éclairée et que j'ai la lumière dans la face, c'est parce que j'ai ceci. Voilà, comme les youtubeuses qui font des tutos maquillage. Hein. Mais donc voilà, c'est ce genre de petites choses. C'est à ça que ça sert aussi quand vous faites un don. C'est pas spécialement qu'après on va, j'allais dire manger au resto, mais de toute façon on peut pas pour le moment. Mais voilà, c'est aussi été utilisé pour un plugin qui permet de jouer à la SSFL. Donc voilà, dans tous les cas, merci à ceux qui participent et puis de toute façon merci aussi à ceux qui partagent, qui commentent. C'est un véritable plaisir de faire vivre cette communauté qui grandit vraiment de semaine en semaine. Et ces 2 ans ont passé à une vitesse folle. Et quand je vois où on en est avec l'équipe avec laquelle on est maintenant et les sympathisants autour, franchement, ce n'est que du bonheur. Et je re-signe très très vite, moi personnellement, pour les autres années à venir. Voilà, merci à vous tous. Et on vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas à partager votre avis, vos sentiments. On est là pour ça. À bientôt. Salut, salut!